Sur cette chaîne, vous avez l'habitude de voir beaucoup de mystères liés à Internet, Terry Davis, We Live in Public, le côté obscur des livestreams, mais le monde de la télévision possède lui aussi son lot de mystères inquiétants. Si Internet est un outil accessible à tous, où tout le monde peut créer son contenu, la télévision quant à elle est encadrée par des professionnels, ce qui peut donner l'impression que tout y est soigneusement contrôlé. Pourtant, malgré les précautions mises en place, il s'avère que certaines anomalies se produisent et marquent les esprits de ceux qui étaient là, devant leur télévision. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce monde mystérieux, celui des incidents les plus sombres de la télévision. Até Ponta Grossa e depois seguir por outras cidades, chegando a Dourados, no Mato Grosso do Sul. O tempo estava fechado. Onde seria depois? A polícia encontrou o cadáver. Pour cette première histoire, laissez-moi vous emmener dans un coin reculé du Royaume-Uni. Bienvenue à Buttsfield, un petit village de moins de 200 habitants, où les nuages semblent dominer le ciel toute l'année. Ce lieu est connu pour son atmosphère paisible et tranquille. En d'autres termes, Buttsfield, c'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent échapper à l'agitation de la vie urbaine. En apparence, tout ici semble calme et sans histoire. Pourtant, le 20 juin 1991, un événement tragique allait secouer ce village et être diffusé sur la télévision britannique. Mais avant ça, retournons dans le passé. 1989. Cette année-là, Albert Dryden, un habitant de Buttsfield, a un projet. Après avoir passé sa vie à travailler dans l'industrie sidérurgique et désormais à la retraite, il décide d'utiliser ses économies pour construire un bungalow destiné à loger sa mère pendant l'été. La première étape de son projet consiste à acheter un terrain, ce qu'il parvient à faire sans difficulté. Cependant, c'est la deuxième étape qui marquera le début des ennuis. En effet, pour entreprendre des travaux sur un terrain, même lorsque l'on en est le propriétaire, il est indispensable d'obtenir un permis de construire. Et ce permis, Albert ne réussit pas à l'obtenir. Pourtant, ce refus ne l'arrêtera pas dans sa volonté de mener à bien son projet. Il se met alors à travailler sans relâche, creusant d'abord un immense trou, à partir duquel il entame la construction de la maison qu'il appellera « The Home in the Hole ». D'après lui, cette approche permettrait de contourner le problème et de rendre sa construction légale, ce qui, évidemment, est faux. Ce projet devient rapidement une véritable obsession pour lui, si bien qu'il passe ses journées entières, du matin au soir, seul sur son chantier, à travailler inlassablement. Cependant, son stratagème ne restera pas secret bien longtemps. Derwenside. En avril 1989, le service local chargé de faire respecter la réglementation sur les permis de construire s'intéresse au cas d'Albert Dryden. C'est Harry Collinson, un fonctionnaire qui est désigné pour représenter cette affaire et tenter de rétablir l'ordre. Il rédige alors une lettre ordonnant la destruction de la structure. Cependant, quand Albert la reçoit, il décide de faire appel au ministère de l'Environnement. En janvier 1990, une enquête est donc menée pour trancher entre les deux parties et le verdict sera rendu en faveur de Derwenside, ordonnant à Albert de démolir sa construction dans un délai de 3 mois. L'affaire, de plus en plus médiatisée, attire l'attention des journalistes qui commencent à lui poser des questions et il devient rapidement évident qu'il n'a pas l'intention d'abandonner. No. I might blow it down, dynamite it, or blow it up. I'll blow it up. But the council won't have any hand in it. I'll do it myself. And there'll be a full coverage. Possédant un certain talent pour gagner du temps, Albert parvient à faire en sorte que, malgré l'échéance des 3 mois, la maison demeure toujours debout. En réalité, elle le restera encore longtemps, car ce n'est qu'en juin 1991 qu'un plan de démolition sera finalement mis en œuvre. Ce jour-là, personne ne se doute encore du drame qui s'apprête à se dérouler. Des bulldozers arrivent sur les lieux, menaçant directement Albert de détruire sa création. Plusieurs personnes sont également présentes sur place, des journalistes, Tony Belmont, Phil Dobson, Grant Atkinson et Michael Allen, un agent de police, Stephen Campbell, et le responsable de l'affaire, Harry Collinson. Pourtant, Albert reste imperturbable.
Well, the answer will be no. There's an appeal in. There's an inspector from the Department of the Environment coming out, one of Mr. Heseltine's men, in 5 weeks' time. And I've told them, if the inspector makes a decision and it's got to come down, which will probably take 8 weeks from now, I'll take it down. What sort of resistance have you put up this morning? And there's an appeal there, you see. It's all in order. And there's a letter from the solicitor, you see. And it's a bad job if they can't wait 5 weeks for the inspector to make his decision. That's all we want. Il affirme être dans son bon droit en montrant des lettres du ministère de l'Environnement qui, selon lui, soutiennent son appel, ce qui est bien évidemment faux. And there's an inspector coming out on this site, without doubt. Everything's in motion, and if you take the law into your own hands, you know what's going to happen. I'm satisfied, Albert, that there's nothing in these documents that affects the legality of the enforcement notice that the inspector has confirmed. Face à l'incapacité de trouver un terrain d'entente, la tension entre Albert et Harry commence à monter. Well, you're not going through the fence and plowing all them trees down. We'll go through the fence if you don't open the gate. We'll obviously have to take the fence down with the machine. So, if you want, you can have some time to remove the fence yourself to minimise the damage. Do you want to do that? And there's an inspector coming out in 5 weeks' time. Well, I'm asking the council to wait till the inspector's been out and make a decision. If the inspector says the bungalow has to come down or there's some house, I'll take it down. But I'm going to tell you something. This time, I'm going to win. When the inspector comes out, I'm going to be allowed to keep it for livestock and storage. I'm going to win. And I'm asking you to wait 5 weeks. And if the outcome of the inquiry, the meeting, when he comes up here, and he writes you an official letter and says, Mr. Collins, the summer house or bungalow has to come down, I'll take it down. Brick by brick. Pendant la confrontation, Albert ignore qu'une lettre est en route pour lui, signifiant à nouveau son erreur. Bien qu'elle devait arriver le lendemain, le mal sera déjà fait. Quelques minutes plus tard, alors que les deux protagonistes, accompagnés des journalistes et de l'agent de police, se trouvent de part et d'autre d'une clôture, un partisan d'Albert s'interpose devant Collins. You understand that there was a public inquiry in June 1990 where all of these arguments were heard by a government inspector. Do you understand that government inspector made a decision which was supporting the council's decision? Mais alors que les deux hommes poursuivent leur discussion, une scène inattendue se produit. Ce qui était jusqu'alors un simple différend juridique prend une tournure tragique, celle d'un meurtre. Can you get a shot at this gun? Ce qui s'ensuit est une panique générale. As more shots were fired from a pistol, the camera crew and Look North reporter Tony Belmont ran for cover. Harry Collins, la cible principale de l'attaque, meurt sur le coup. Cependant, deux autres personnes sont également touchées, un des journalistes et l'agent de police qui parviendront à se remettre de leurs blessures. Albert est rapidement maîtrisé et sera emmené en garde à vue sous l'acclamation des habitants, le voyant comme un véritable héros, le félicitant d'avoir tenu tête au gouvernement. Une perquisition aura lieu à son domicile mettant en lumière un arsenal complet d'armes à feu, dont faisait partie celle qu'il a utilisée, un revolver Webley, la plus meurtrière. Il sera jugé 1 an plus tard et condamné à la prison à vie. En raison de problèmes de santé, il sera finalement libéré en octobre 2017 et passera sa dernière année dans une maison de soins avant de s'éteindre le matin du samedi 15 septembre. Quoi qu'il en soit, ce 20 juin 1991 restera à jamais gravé dans les mémoires et immortalisé comme l'un des événements les plus sombres jamais capturés à la télévision. Imaginez que vous soyez un enfant britannique. C'est le soir du 31 octobre 1992, le soir d'Halloween. Après avoir terminé votre récolte de bonbons, vous vous installez confortablement devant la télévision et vous commencez à les manger.
Vous zappez distraitement les chaînes à l'aide de votre télécommande, espérant tomber sur quelque chose qui vous donnera des frissons que vous recherchez. Quand tout à coup, vous tombez sur ça. Vous avez l'impression de regarder une émission de type found footage, voire même un film, mais en même temps l'émission est présentée comme une émission en direct, notamment à cause de son rythme. C'est étrange, c'est un peu différent, donc vous décidez de rester. Au fur et à mesure de votre visionnage, vous comprenez que son but est de capturer des phénomènes paranormaux dans une maison apparemment hantée, située à Fox Hill Drive en Grande-Bretagne. Vous découvrez ensuite la famille qui réside dans cette maison. La famille Hurley, composée de Pamela, la mère, et de ses deux filles, Kimmy, la plus jeune, et Suzanne. Depuis plus d'1 an, leur habitation serait hantée par un esprit frappeur du nom de Mr. Pipes, qui se manifesterait tout simplement en frappant contre les murs, et il aurait même possédé Suzanne. Face à l'escalade de ces événements terrifiants, et ayant peur que quelque chose de grave se passe, ils vont faire appel à l'émission Ghostwatch. L'objectif, c'est de capturer ces événements en direct et de prouver tout simplement qu'ils ne sont pas fous. L'émission Ghostwatch se déroule en 2 lieux distincts. D'une part, nous avons la maison supposément hantée où se trouve la famille Hurley et une équipe de tournage dirigée par la journaliste Sarah Green, qui les accompagne tout au long de la nuit. Puis de l'autre côté, nous nous retrouvons sur un plateau télévisé où le présentateur principal, Michael Parkinson, et le docteur Pascoe, une experte en poltergeist, suivent et analysent les événements en direct. Au début de l'émission, l'atmosphère est plutôt calme. On en apprend un peu plus sur la famille Hurley, ainsi que sur les manifestations qui se trouvent à l'intérieur de leur maison. Un truc que je trouve intéressant par contre, c'est que les spectateurs peuvent aussi participer à l'émission en appelant un numéro de téléphone où ils peuvent donner des anecdotes paranormales personnelles. Pendant ce temps, sur le terrain, Sarah Green et son équipe tentent désespérément de trouver des signes du fameux poltergeist, mais rien. Enfin rien, jusqu'à un moment. C'est à partir de ce moment-là que l'émission va prendre une autre tournure, et qu'elle va également rentrer dans la légende. Les phénomènes paranormaux s'intensifient. Des coups retentissent contre les murs, des feuilles s'envolent et la tension monte jusqu'à ce que Suzanne semble être possédée par l'esprit. Ce crescendo d'événements mène à un climax où la situation dégénère complètement. L'esprit, qui jusqu'à maintenant agissait dans la maison, parvient à s'échapper et s'attaque ensuite au plateau télévisé, plongeant l'ensemble de l'émission dans un chaos total. Bon, vous l'aurez sans doute compris, tout ce qui s'est passé dans cette émission est complètement faux. En réalité, Ghostwatch était une émission fictive produite par la BBC dans le cadre de Screen One, une série dramatique de l'époque. Bien que l'émission ait été diffusée dans ce contexte, la notion de fiction a été très mal comprise par le public ce soir du 31 octobre 1992. La mise en scène était si convaincante pour l'époque que la majorité des téléspectateurs ont cru que tout ce qu'ils voyaient était authentique. L'émission avait véritablement terrifié tellement de spectateurs qu'ils ont reçu plus d'1 million d'appels ce soir-là. Sauf que quand t'as 1 million d'appels en une nuit qui sont enregistrés et que t'as que 5 opérateurs téléphoniques pour répondre, la quasi-totalité de ces appels sont amenés sur le répondeur. Du coup, au lieu de calmer les téléspectateurs, ça va juste intensifier cette panique générale. Parce que la réalité de la fiction te présente un monde où c'est la merde sur le plateau et il y a des imprévus de partout. Et quand t'appelles, ça donne sur rien. Ghostwatch est une de mes émissions préférées qui a jamais été diffusée à la télévision. Je trouve le concept fou et ça aurait pu en rester là. Un canular involontaire d'Halloween qui a très bien marché, avec un phénomène social parmi les plus importants de la télévision. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Martin Denham, un jeune homme de 18 ans, est décédé quelques jours après avoir regardé l'émission. Comme beaucoup d'autres ce soir-là, il est devant la télévision avec ses parents. Mais pendant la diffusion, il remarque qu'il est agité et se recroqueville sur lui-même, visiblement perturbé par ce qu'il voit. Ils se disent alors que cette panique est passagère, mais c'est tout le contraire qui se produira. Après l'émission, le comportement de Martin ne s'améliore pas. Il devient obsédé par la figure de Mr. Pipes et commence à craindre que celui-ci vienne jusqu'à chez lui. Mais cette peur va continuer à s'intensifier. Elle va s'intensifier violemment jusqu'à ce qu'il commence à entendre des bruits bizarres à l'intérieur de ses radiateurs. 5 jours après la diffusion, Martin choisit de mettre fin à ses jours, laissant une note troublante. « S'il y a des fantômes, j'en serai désormais un, et je serai toujours avec vous. » La perte de Martin a été un choc immense pour sa famille, qui a rapidement poursuivi la chaîne télévisée en justice, la tenant pour responsable de la détresse de leur fils, et en fin de compte, de son dernier geste tragique.
Une longue bataille juridique a eu lieu et la conclusion a été que la BBC aurait dû aller beaucoup plus loin qu'une simple mention que ceci était une tromperie, et ils auraient dû beaucoup plus explicitement présenter cela comme une fiction. En réponse à la controverse, la BBC a présenté ses excuses et a pris ses distances avec l'émission ainsi qu'avec son créateur Stephen Volk. Après la diffusion de Ghostwatch, il y aura d'autres cas de troubles de stress post-traumatique qui vont être signalés, notamment chez des enfants qui avaient vu le programme un peu trop jeune et qui ont dû suivre des programmes comportementaux pour s'en sortir. Face à ces réactions, l'émission a été interdite à la télévision, bannie dans tous les pays, mais elle refera surface 10 ans plus tard en format VHS et DVD. 15 ans après son interdiction, avec l'émergence et la croissance d'Internet, Ghostwatch va commencer à vivre une seconde vie sur Internet et commencer à être réappréciée pour l'œuvre qu'elle est. Mais l'ombre de la tragédie continue de planer sur l'œuvre. Ça a été un des événements médiatiques les plus importants de la télévision britannique. Aujourd'hui, il est indéniable que Ghostwatch est une œuvre artistique à part entière. Cependant, malgré ses mérites créatifs, il reste tout aussi évident que cette émission a été à l'origine de l'un des incidents les plus sombres de l'histoire de la télévision. Solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. And payload specialist Greg Jarvis. Commander Dick Scobie now in the White Room, taking off his jacket, along with Mike Smith, who is the pilot. Mike Smith putting on his egress harness too. They're going to be going very fast today to get out of the cold and into the cabin. Krista McAuliffe has been handed an apple by the closeout crew. En 1986, aux États-Unis, la NASA prépare le lancement de la mission STS-51L. Concrètement, son objectif est de déployer un satellite en orbite autour de la Terre. Mais ce qui rend cette mission vraiment unique et novatrice, c'est la présence à bord d'un civil. Cette initiative est prise par le président de l'époque, Ronald Reagan, et vise à inspirer la prochaine génération d'ingénieurs et de scientifiques, mais aussi de montrer que le voyage spatial est accessible à tous. L'événement, ultra médiatisé, captera l'attention de la Terre entière. Mais ce qui aurait dû être un symbole d'espoir et d'innovation se transformera bientôt en l'un des incidents les plus tragiques de l'histoire de la télévision. Deux ans avant le lancement, le programme de sélection est annoncé. Le civil qui montera à bord de la navette sera un enseignant. Les professeurs du pays tout entier se portent alors candidats pour ce projet unique, puisque pour chacun d'entre eux, devenir le symbole de l'exploration spatiale est un rêve. Un an après le lancement du programme, le nom du candidat sélectionné est enfin révélé. Sur les 11 500 candidatures reçues à travers les États-Unis, c'est Krista McAuliffe, une enseignante de lycée passionnée et dévouée, qui est choisie. Elle devra participer au programme Teacher in Space, une initiative ambitieuse de la NASA visant à donner des cours en direct depuis l'espace. Cours consistant à partager ses expériences et ses découvertes avec des millions d'élèves à travers le globe. Cependant, Krista ne sera pas seule dans cette aventure. Elle sera accompagnée de 6 astronautes chevronnés, chacun apportant son expertise et son expérience pour garantir le succès de la mission. C'est pour Krista McAuliffe le début d'une aventure extraordinaire, un rêve devenu réalité. Mais avant de s'envoler vers les étoiles, elle doit se soumettre à un entraînement intensif. Bien que la mission vise à montrer que les vols spatiaux peuvent être accessibles à tous, la préparation reste tout de même exigeante. Pendant des mois, Krista se plonge dans cet univers complexe, apprenant les bases de la navigation spatiale, les procédures d'urgence et la vie en milieu confiné. Tout cela est scrupuleusement documenté, chaque moment étant capturé par les caméras et diffusé au public avide de suivre son parcours. Les médias se passionnent pour cette histoire, transformant Krista en une véritable icône. Son enthousiasme est contagieux et lors de ses interviews, elle ne cache pas sa joie et son impatience à l'idée de participer à cette expérience unique. I still can't believe that I'm going to actually be going into that shuttle. It just really doesn't seem possible. Maybe when I'm on the launch pad it will. What are you most excited about? Seeing the Earth from that perspective of that small planet, you know, it's such a big place here, but being able to look at it from a new perspective, and I hope I can bring that wonder and that excitement back to the students. Maybe just a little bit of fright, too? Not yet. Maybe when I'm strapped in and those rockets are going off underneath me, there will be, but space flight today really seems safe. Pourtant, dans les coulisses, une réalité bien plus inquiétante se cache. Tandis qu'elle voit cette opportunité comme une chance inestimable, ce qu'elle ignore, c'est que cette mission est en réalité menacée. Un détail, un petit problème négligé transformera cette aventure
en un véritable cauchemar. Tandis que Krista continue de s'entraîner avec enthousiasme, personne, même pas elle, ne soupçonne encore que ce voyage sera son dernier. Depuis plusieurs mois, Roger Boisjoli, un ingénieur travaillant pour la NASA, observe avec inquiétude un problème récurrent sur les navettes spatiales qui reviennent sur Terre. À chaque retour de mission, il remarque que certains composants, les joints toriques, sont endommagés. Et dans certains cas, ils ont frôlé la défaillance totale. Ce constat n'est pas anodin, car ces joints jouent un rôle vital. Ils forment une barrière essentielle entre les segments du booster, empêchant toute infiltration de gaz. Une défaillance au niveau de ces joints pourrait donc entraîner une explosion du véhicule spatial. Conscient de la gravité de la situation, Roger Boisjoli ne reste pas les bras croisés. Il alerte immédiatement ses supérieurs, leur expliquant en détail les conséquences potentielles de cette défaillance. Il fournit des rapports techniques précis, des analyses approfondies et multiplie les avertissements. Pour lui, ce n'est pas simplement un problème insignifiant à corriger, mais une bombe à retardement qui pourrait exploser à tout moment. Mais à la NASA, le problème des joints toriques est relégué au second plan, considéré comme un souci parmi tant d'autres. Les responsables hiérarchiques, pressés par le calendrier serré des missions et les pressions budgétaires, choisissent d'ignorer ces avertissements. Pour eux, il s'agit d'une nuisance technique, certes, mais loin d'être une priorité. Les efforts de Roger Boisjoli pour faire prendre conscience du danger se heurtent à un mur d'indifférence bureaucratique. Il continue cependant d'insister, voyant à chaque retour de mission la même situation se reproduire. Des joints toriques endommagés, de plus en plus proches de la rupture. Malgré ces relances, ces mises en garde répétées restent lettre morte. Ce n'est que lorsque la navette Challenger s'apprête à décoller par un froid glacial, le 28 janvier 1986, que la tragédie devient inévitable. Le petit problème que la NASA avait choisi d'ignorer va se révéler dans toute son horreur, transformant une mission porteuse de tant d'espoir en l'une des pires catastrophes enregistrées en direct à la télévision. Halo specialist Greg Jarvis. Big smiles today. Confidently getting into the van. He's going to go up to that pad and attempt a second try. Le 28 janvier 1986, l'excitation est à son comble. Des millions de personnes rivées à leur télévision s'apprêtent à vivre un moment historique. Parmi elles, des milliers d'élèves impatients attendent de voir leur enseignante, Krista McAuliffe, s'envoler vers l'espace. Sur place, l'excitation est encore plus grande. Des centaines de personnes rassemblées sous un ciel clair mais glacial attendent. Dans ce groupe, deux invités privilégiés se tiennent aux premières loges. Les parents de celle qui a eu l'honneur de faire partie de l'équipage. Well, I am so excited to be here. We watched Columbia go over the Houston area this morning, and that was a thrill. I don't think any teacher has ever been more ready to have two lessons in my life. I've been preparing these since September, and I just hope everybody tunes in on day 4 now to watch the teacher teaching from space. I'd like to introduce to you someone who's going to be in my second lesson, Greg Jarvis, the payload specialist from Hughes. L'équipage échange ses dernières paroles, préparé à accomplir ce qui devrait être un exploit historique. On les voit ensuite savourer leur ultime repas sur Terre, avant de monter à bord de la navette pour le grand départ. Okay, that's complete. T-minus 7 minutes 30 seconds, and the ground launch sequencer has started retracting the orbiter crew access arm. This is the walkway used by the astronauts to climb in the vehicle, and that arm can be put back in place within about 15 to 20 seconds if an emergency should arise. Il fait 15 degrés de moins que la température la plus basse jamais enregistrée pour un lancement de navette, un facteur qui renforce les inquiétudes de Roger, se disant que cela pourrait bien être la goutte de trop. Effectivement, il craint que les joints ne soient pas assez efficaces dans ces conditions extrêmes. Malgré ses doutes grandissants, la NASA reste ferme et déclenche le compte à rebours. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, we have main engine start. À cet instant, personne ne prête attention au panache de fumée qui s'échappe discrètement, pourtant un signe inquiétant d'un danger imminent. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. La navette Challenger s'élève enfin, quittant la surface terrestre sous les acclamations. Tout le monde croit déjà au succès,
Mais ce que personne ne sait à cet instant, c'est que les boosters sont déjà compromis. Here's our 2 trackers to choose from. Still on 3, looking good, 3. 56 secondes après le décollage, le premier joint est brûlé. Les gaz s'échappent en direction du second. 60 secondes, le joint de secours cède, des flammes apparaissent sur le propulseur droit. 64 secondes et 6 dixièmes. Le panache de flammes grandit brusquement, révélant une fuite de dihydrogène liquide. À ce stade, la situation semble encore normale pour les astronautes, les spectateurs et les contrôleurs de vol. 68 secondes. Dick Scobie, le commandant, reçoit l'ordre de passer à plein gaz. Il s'exécute. 72 secondes et 3 dixièmes. Le propulseur droit se détache du réservoir principal. 72 secondes et 5 dixièmes. L'équipage ressent une violente secousse. 72 secondes et 9 dixièmes. Les instruments s'affolent, la pression d'hydrogène chute. 73 secondes et 12 centièmes. Le dôme arrière du réservoir d'hydrogène se détache, percutant l'avant du réservoir d'oxygène. Le propulseur droit frappe la structure interréservoir. 73 secondes et 16 dixièmes. L'oxygène et l'hydrogène se rencontrent. Et c'est la fin. Vic, did something strange happen then? Something is gone amiss. Something is wrong. We have a problem. The picture you were just seeing is Christian McCullough's parents. L'explosion déchire le ciel et propulse la navette à 2000 km/h. Sous l'impact violent, la navette se désintègre en plusieurs morceaux. La partie avant, où se trouvent les astronautes, se détache quant à elle en un seul bloc. À l'intérieur, l'équipage reste en vie et est peut-être même conscient. Ce n'est qu'à ce moment-là que les personnes au sol, que ce soit les spectateurs sur place, les téléspectateurs dont des millions d'enfants à travers le monde et les contrôleurs aériens réalisent l'ampleur du drame. Un long silence d'incompréhension plane, mais rapidement, une annonce est faite. It is with deep, heartfelt sorrow that I address you here this afternoon. At 11:40 a.m. this morning, the space program experienced a national tragedy with the explosion of the Space Shuttle Challenger approximately a minute and a half after launch from here at the Kennedy Space Center. 2 minutes plus tard, l'habitacle contenant l'équipage percute l'océan à 320 km/h. Espérer y trouver un survivant à l'intérieur serait une illusion désespérée. It is the worst disaster in the history of the American space program, and President Reagan has declared a week of mourning for the 7 astronauts, 5 men and 2 women, who lost their lives on their way into space this morning. Now, we know that many of you have heard the news many hours ago and may even have seen some of our extended coverage this afternoon. Le monde entier prend progressivement conscience de la tragédie, au point que le président, à l'origine du projet, se voit contraint de faire une déclaration officielle. Ladies and gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the State of the Union. But the events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. Des hommages seront rendus aux 7 membres de l'équipage. Concernant Krista, des milliers d'élèves lui écrivaient des lettres auparavant. Aujourd'hui, ils en écrivent une pour son mari. Cher Mr. Olive, j'espère qu'à l'avenir il y aura plus d'essais et de découvertes avec moins de problèmes. Votre femme était une femme brave et courageuse. Mes condoléances à vous et à votre famille avec tout mon respect. Maya. La navette Challenger, symbole de progrès et d'espoir, s'est désintégrée en plein vol, emportant avec elle les rêves d'une nation tout entière. Les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour comprendre les causes profondes de l'accident, mettant en lumière la défaillance des joints toriques qui ont conduit à cette tragédie. Résultat, aucun coupable n'a réellement été désigné, montrant simplement un manque de communication entre les ingénieurs et la NASA. Cela a néanmoins permis d'engendrer des réformes majeures et une réévaluation des protocoles de sécurité. Quoi qu'il en soit, la mission STS-51L, plus communément désignée comme l'accident de la navette spatiale Challenger, restera à jamais l'un des incidents les plus traumatisants de l'histoire de la télévision.
Mas o padre insistiu em voar, mas acabou sendo levado pelo vento em direção ao mar e perdeu o contato por celular. Si je vous montre cette image, vous allez probablement penser au film Là-haut, qui va vous ramener pas mal de souvenirs chaleureux et nostalgiques. Mais ici, l'histoire, elle est tout autre. Et en l'occurrence, elle est beaucoup moins joyeuse. On est en 2003, au Brésil, à Paranagua. Durant l'année 2003, un homme du nom d'Adelir Antonio De Carli devient prêtre catholique. Mais ce n'est que l'année suivante qu'il reprend une paroisse, la São Cristóvão Paranagua. C'est à cette époque également qu'il élabore un projet personnel. Observant qu'une aire de repos pour camionneurs se trouve à proximité de sa paroisse, il a une idée, améliorer cet espace en y construisant des chambres afin d'améliorer le repos des camionneurs et ainsi réduire le nombre d'accidents. En vrai, l'idée, elle est plus que louable. En vrai, ça a l'air intéressant. Sauf que pour faire ça, il faut de l'argent. Et même s'il a déjà réussi à financer une partie, il lui en manque pas mal. C'est donc sous cette contrainte qu'il aura l'idée audacieuse d'organiser un événement spectaculaire diffusé à la télévision pour lancer un appel aux dons. Effectivement, Adelir, malgré ses apparences, est en fait un parachutiste. Je sais. Et ça explique pourquoi il se lance un défi, celui de battre le record du vol le plus long en ballon hélium, qui s'élève à cette époque à 20 heures. Alors, je sais ce que vous allez dire, ça pue un peu comme idée, mais il n'est pas complètement inconscient Adelir. Avant de relever le défi, il suit rigoureusement des formations en survie et en technique de vie en milieu sauvage. Il réalise également un premier vol d'essai qui se révèle être un succès. Le 13 janvier 2008, durant 4 heures, il parcourt 25 km et atteint une altitude de plus de 5300 mètres. Et on arrive à la date du 20 avril 2008. On est le jour J, le jour que Adelir attendait depuis très longtemps, celui qui lui permettrait de financer son projet. Comparé au test précédent, la durée du vol est de plus de 20 heures. Il va donc devoir faire plus de 700 km en allant de Paranagua à Dourados. Les heures avant le décollage, il effectue un dernier tour de l'équipement. Il aura besoin de 1000 ballons gonflés à l'hélium, d'un parachute, d'un casque, d'une combinaison étanche, d'une combinaison de vol thermique en aluminium, d'un GPS, d'un téléphone portable, d'un téléphone satellite, d'un gilet de sauvetage et de nourriture et d'eau prévus pour 5 jours. Alors que son matériel se révèle sans défaillance et prêt à être utilisé, un danger se profile à l'horizon. La météo n'est pas du tout de son côté. En effet, à Paranagua, ce jour-là, il pleut. Il pleut pas mal même. Malgré les conseils insistants de son entourage et de ses collaborateurs qui lui recommandent vivement de reporter le vol, le prêtre reste confiant et décide de ne pas abandonner son projet. C'est donc à 13h, par cette journée pluvieuse à Paranagua, que Adelir Antonio De Carli se prépare enfin à décoller. Les médias sont présents, capturant chaque instant de cet événement qui, selon tous, est sur le point de marquer l'histoire des records. Ça y est, le moment tant attendu a enfin débuté. Adelir prend son envol. Quelques minutes après le décollage, il entre en contact avec la chaîne de télé et s'exprime sur son ressenti. Adelir, pour le moment, se dirige dans la bonne direction. Cependant, il a quelques problèmes avec son GPS. Il a fait des formations de survie pendant très longtemps, il s'est énormément préparé, mais il n'a pas appris à utiliser un GPS. Ayant atteint au bout d'une demi-heure 5800 mètres d'altitude, Adelir se retrouve seul en plein milieu d'une épaisse couche de nuages, sans savoir où il se situe exactement, ni vers où il se dirige. Plus tard, un autre appel va avoir lieu, nettement plus dramatique que le premier. En plus de n'avoir aucune idée de sa localisation, il commence lentement à perdre le contact avec le personnel terrestre. C'est à 20h45 que les autorités constatent que le signal GPS est émis pour la dernière fois, près de la côte de São Francisco, bien à l'opposé de la destination initiale. À partir de ce moment-là, Adelir est livré à lui-même. Imaginez-le seul, dans une tempête, complètement seul, à des milliers de kilomètres de la Terre, probablement affolé sans que personne puisse ne l'entendre. Plus les heures passent, plus l'inquiétude grandit chez les proches, les organisateurs de l'événement, et très lentement la population générale. La marine brésilienne, l'armée de l'air ainsi qu'un groupe de pompiers volontaires partiront à la recherche d'Adelir dans les jours qui suivront. Résultat des recherches, seulement quelques des 1000 ballons seront retrouvés à la surface de l'océan. Aucune trace de l'homme. La localisation,
ainsi que l'état de santé d'Adelire Antonio De Carli, restent pour le moment un mystère inexpliqué. Quant à son projet, son aire de repos pour camionneurs, il se verra perdre de la valeur au cours du temps, n'ayant personne pour le reprendre. Sauf que 2 mois plus tard, un travailleur sur une plateforme pétrolière située à 100 km des côtes brésiliennes et à plus de 700 km du dernier signal GPS émis, va découvrir la moitié inférieure d'un corps flottant près de la structure. Étant donné les événements qui étaient encore récents dans la presse, les enquêteurs vont très vite soupçonner qu'il s'agissait du prêtre. Et cette hypothèse va être prouvée par des analyses ADN par la suite. C'est cet événement qui va permettre aux proches d'enfin commencer leur deuil. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé après 20h45, ce 20 avril 2008 ? Comment l'incident s'est-il déroulé exactement? Combien de temps Adelire est-il resté en vie? Est-il décédé en plein vol? Est-il mort de soif? Ou est-ce que sa mort est liée à une attaque de requin, comme le suggère la découverte de son corps? Ces questions demeurent sans réponse encore aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que l'histoire d'Adelire Antonio De Carli reste encore aujourd'hui inscrite parmi les histoires les plus sombres et tragiques de l'histoire de la télévision. En 1955, Jim Jones, un prédicateur originaire de l'Indiana, fonde une organisation religieuse appelée le Temple du Peuple. Le 18 novembre 1978, il sera à l'origine de l'une des tragédies les plus traumatisantes, filmées par des caméras. Depuis sa création en 1955, le Temple du Peuple a connu de nombreux changements. Initialement installé à Indianapolis, Jim Jones a déplacé sa communauté plusieurs fois aux États-Unis, notamment en Californie, à Ukiah et à San Francisco. Au début, l'organisation prônait l'égalité, l'entraide et la justice sociale, attirant de nombreux adeptes, surtout des personnes marginalisées. Le temple se distinguait par son engagement pour l'intégration raciale et offrait un soutien social, des repas et un logement aux plus démunis. Grâce à ses discours inspirants et prometteurs, Jim Jones a réussi à recruter des milliers de fidèles. Cependant, avec le temps, le côté sombre de Jones s'est révélé. Derrière cette façade de bienveillance se cachait en fait un environnement de manipulation et de contrôle psychologique. Jones exigeait une loyauté absolue de ses membres, les isolant de leur famille et exerçant une surveillance constante. Il utilisait la peur, les menaces et parfois la violence pour maintenir son emprise. Des nuits blanches étaient régulièrement organisées, au cours desquelles les membres subissaient des tests de loyauté et étaient encouragés à se dénoncer les uns les autres. Avec l'augmentation des accusations de mauvais traitement et de manipulation, la couverture médiatique autour du temple a grandi, mettant en lumière des abus physiques et psychologiques. Pour échapper à cette attention et aux enquêtes, Jim Jones a décidé de déplacer sa communauté en Guyana le 1er août 1977, où il a fondé Johnstown, une colonie isolée de plus de 900 membres. À Johnstown, les conditions de vie sont rapidement devenues insoutenables. Les adeptes étaient épuisés par le travail intense nécessaire pour construire la colonie, manquaient de ressources essentielles et subissaient un contrôle encore plus strict de Jones. Pour convaincre ses fidèles de le suivre dans ce lieu reculé, il alimentait une théorie du complot affirmant que la CIA persécutait la secte et que les articles de presse étaient manipulés par des chrétiens américains racistes. Ce qui avait commencé comme un mouvement prônant l'égalité et la justice sociale est ainsi devenu une secte autoritaire marquée par la manipulation et la violence, conduisant à la tragédie du 18 novembre 1978. Ce jour-là, le membre du Congrès américain Leo Ryan, accompagné de journalistes de CBC News, se rend à Johnstown pour enquêter. Bien que la secte se soit déplacée dans un endroit isolé, des rumeurs préoccupantes ont commencé à circuler et avec une majorité de ressortissants américains présents dans la colonie, les autorités se sentent obligées d'agir. Les caméramans documentent chaque étape de la mission, filmant dès l'embarquement à quelques minutes de vol de Johnstown. Les images montrent les familles leur disant au revoir, sans savoir ce qui les attend réellement. Après environ 10 minutes de film, Leo Ryan et son équipe montent à bord de 2 avions, prêts à affronter l'inconnu. Peu de temps après, les voyageurs aperçoivent les bâtiments de la colonie, sans savoir qu'ils vivent leur dernier moment. À leur arrivée, la délégation débarque et découvre les lieux. Une vaste étendue aride entourée d'arbres,
baignée par un soleil éclatant. Jim Jones, informé de cette visite, se prépare à donner une impression positive. Pour cela, il organise le soir même une petite fête avec des performances musicales, créant une atmosphère festive pour montrer que tout se passe bien à Jonestown. Il se montre alors coopératif, accepte d'être filmé et interviewé, tout comme ses adeptes. Lors des premières interviews, les familles manipulées mentalement et craintives à l'idée de défier leur leader affirment que tout est parfaitement normal. Are you happy here? Oh gosh, it's never been any happier in my life. You want to stay? Definitely. I certainly do. I like this place much better and I won't want to go back there. I just like to be here with the rest of my friends and stuff. You're convinced that Jim Jones is a good man? Definitely, I should say so. Yes. I'm 27 years old, black, free, and I make my own choices. And I definitely think Jim Jones is a beautiful, he's got more character than I've ever seen on anyone. I respect him very, very much. I'm very happy here. I don't know what else I can do to convince him. I've talked to my brother several hours now. In fact, I invited him down here about a month and a half ago to spend a week or two or however long he wanted with me, to share with him what I'm doing here and the happiness that I feel. And as far as my father's concerned, so far he has said what he's wanted to say, which has not been the truth. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la réaction du public lorsque Leo Ryan conclut, en apparence rassuré, que tout semble se dérouler paisiblement ici. So we are at least friends in that extent. I'm very glad to be here. This is a congressional inquiry, and I think that all of you know that I'm here to find out more about questions that have been raised about your operation here. I can tell you right now that from the few conversations I've had with some of the folks here already this evening, that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened in their whole life. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme Jim Jones l'avait prévu. Lors de plusieurs échanges, certaines familles profitent de la présence de Leo Ryan pour lui demander de les aider à quitter la colonie. Mais malgré ces témoignages inquiétants, lorsque Jones est interrogé à ce sujet lors des interviews, il continue d'affirmer que tout se passe bien et que rien n'est hors de l'ordinaire. What can I do about lies? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us. Bill, we will bother nobody. Anybody wants to get out of here can get out of here. We have no problem about getting out of here. They come and go all the time. Craignant que les familles ayant exprimé des critiques sur Jonestown ne subissent des représailles, Ryan et son équipe décident, au moment de leur départ, de les faire partir discrètement avec eux. L'après-midi du 18 novembre 1978, le groupe se réunit finalement sur une piste d'atterrissage locale, prêt à quitter cet enfer. Mais alors que les deux avions se préparent au décollage, un camion Benz surgit soudainement, venant à toute vitesse en provenance de la colonie. À son bord, plusieurs hommes armés envoyés par Jim sautent du véhicule et ouvrent le feu. Dans la confusion, Leo Ryan et plusieurs autres personnes sont tuées, tandis que de nombreux autres sont blessés. Pendant ce temps, à l'intérieur de la colonie, Jim Jones prépare un acte inimaginable. Il rassemble ses fidèles et leur ordonne de boire une boisson fruitée, empoisonnée au cyanure. Bien que certains tentent de résister, plus de 900 membres de la secte, dont plus de 200 enfants, succombent, leur corps gisant bientôt sans vie sur le sol. Jones lui-même est retrouvé mort, tué par une balle dans la tête. Le FBI lancera une vaste enquête, collaborant avec d'autres agences et les autorités guyanaises pour éclaircir la tragédie. Les agents interrogeront les survivants du massacre, tandis que des experts en médecine légale travailleront à identifier les nombreuses victimes, et également Jones. Aux États-Unis, des agents rechercheront d'autres membres du Temple du Peuple pour recueillir davantage de témoignages. L'enquête permettra de reconstituer la chaîne des événements et d'apporter des réponses aux familles endeuillées. Elle conduira également à l'arrestation de Larry Layton, le seul membre du Temple du Peuple jugé aux États-Unis pour des crimes liés à Jonestown. Extradé, puis reconnu coupable, il sera condamné à la prison à vie. Quoi qu'il en soit, cette histoire demeure avant tout une tragédie qui figure parmi les incidents les plus sombres de l'histoire de la télévision.
realidad todos respondemos algo, todos. Y solo que la diferencia es que yo lo vi. On a tous déjà au moins regardé un jeu télévisé. En France, on compte parmi les plus emblématiques La Roue de la Fortune, Le Juste Prix, Les 12 coups de midi, Ninja Warrior ou encore Qui veut gagner des millions. Généralement, quand les gens regardent ce genre d'émissions, c'est pour se divertir. C'est pas pour rien que ces émissions arrivent en général autour de la fin d'après-midi, quand on revient des cours ou du travail. Mais plus on regarde ce genre d'émissions, plus on réalise à quel point c'est superficiel. L'ambiance est idyllique, tout est joyeux, les couleurs sont super vives. Avec ce cadre parfait, l'objectif est clair, il faut nous extraire de notre quotidien. Mais l'émission dont nous allons parler aujourd'hui se situe à l'opposé de tout ça. The Moment of Truth, c'est un jeu télévisé qui a vu le jour en Colombie en 2007. Son principe est assez simple, un ou une participante doit répondre à des questions de plus en plus personnelles et gênantes, le tout sous les yeux de sa famille et avec l'aide d'un détecteur de mensonges. Et ça permet également à leur fille de concrétiser un de ses projets, celui d'ouvrir un salon de coiffure. ¿O quieres arriesgarlos y responderme 3 preguntas más por 15.000 soles? Casi, no pude escuchar. Mais dès le début de l'émission, on peut déjà sentir les accompagnateurs stressés. Stressés par rapport à ce que Ruth pourrait bien leur avouer. Mais elle se lance. Les premières questions du présentateur sont légères, voire même plutôt innocentes, comme par exemple « As-tu déjà séché les cours ?» ou alors « Si tu tombais sur 1000 soles, est-ce que tu les rendrais ?» Pourtant, petit à petit, l'atmosphère devient de plus en plus tendue. Les questions sont plus délicates et les réponses de Ruth sont de plus en plus dérangeantes. Elle avoue par exemple que si elle est en couple avec Brian, c'est uniquement en attendant de trouver mieux, qu'elle a honte de ses parents ou encore qu'elle ment à propos de son emploi. Ses parents et son petit ami pensent qu'elle travaille dans un centre d'appel. Mais devant eux, en pleine émission, Ruth dit enfin la vérité. Pregunta 17. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. Verdad. Après 1 heure d'émission, la famille est complètement bouleversée par les révélations successives. La mère, Vilma, la supplie d'arrêter, alors que son père, lui, demande à ce que le jeu continue. Brian, de son côté, est complètement sous le choc. Ruth, elle, ne faiblit pas. Elle continue et à chaque réponse, l'argent s'accumule. Et ainsi, elle poursuit jusqu'à la question fatidique. ¿Has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es... verdad. Ruth repartira de l'émission avec 15 000 soles, l'équivalent de 10 mois de salaire pour une personne vivant à Lima. À partir de ce moment-là, la famille est complètement dévastée. Mais Ruth a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour poursuivre sa vie. Du côté de la production, c'est un succès inespéré. L'émission fait des scores incroyables et dépasse énormément de grands noms de la télévision péruvienne. Quelques jours après la diffusion, une chaîne de télé organise même une sorte de petite interview dans laquelle Ruth donne plus d'explications sur la nature de sa relation avec Brian. Sinceramente, ¿tú lo amas? No. La verdad. No lo amas. Acá no va a sonar la respuesta, no hay polígrafo. No, como te dije, ya tenía problemas con él, el amor ya se estaba muriendo. Alors que la jeune fille semble démarrer une véritable carrière de star au Pérou, pour la famille, tout ça tourne véritablement au cauchemar. Leur fille devient un sujet de conversation dans tout le pays, faisant les gros titres des journaux. Dans son quartier, elle est la cible de honte et de critiques au point qu'elle n'ose même plus sortir de chez elle. À cette période, sa mère confie que Ruth commence déjà à envisager la mort. Comme si ce n'était pas suffisant, elle devient la cible de cambriolages, dont un où quelqu'un va lui subtiliser son ordinateur, probablement dans l'objectif de subtiliser ses gains. Quant à Brian de son côté, il subit également de lourdes conséquences. Évidemment, tout le monde le considère un peu comme le cocu, ce qui, dans la culture péruvienne, est une honte absolue. Bref, c'est un désastre pour tout le monde, cette émission. Et en vrai, tout aurait pu en rester là. On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un énième scandale télévisé avec son lot de drama, comme on en voit passer souvent, sauf que non. Cette fois-ci, les choses vont aller un peu trop loin. Ce matin-là, en se réveillant, Leoncio et Vilma remarquent que leur fille Ruftalia n'est pas rentrée depuis la veille. C'est une situation inhabituelle car elle ne passait jamais la nuit dehors sans prévenir. Eva, la sœur de Ruth, prend les choses en main et contacte les amis avec qui Ruth était la veille. Il lui explique alors l'avoir vue au téléphone avec Brian avant de s'en aller.
Interrogé par la famille, ce dernier prétend ne plus avoir parlé à Ruth depuis un certain temps en raison des tensions survenues après l'émission. Mais malgré ces dénégations, Brian devient rapidement le premier suspect de cette affaire. Cependant, sans preuve concrète, Brian ne peut pas être tenu responsable de la disparition de leur fille. Du coup, les parents vont très rapidement signaler la disparition de leur fille et créer des avis de recherche que Leon Shaw va placer un peu partout dans la ville. Malheureusement, cette démarche ne portera pas ses fruits. Face à l'inefficacité des recherches, les parents vont se tourner vers Frequentia, la chaîne qui avait diffusé leur épisode, en espérant qu'ils diffusent un avis de recherche en direct. Au départ, la chaîne semble prête à les aider, mais au final, rien ne sera diffusé. Ce n'est que 3 jours plus tard que l'information sera relatée sur une autre chaîne, la ATV. Mais avide d'audience, au lieu de sensibiliser à la disparition, ils utilisent son image pour la tourner en ridicule et la réduisent à la prostituée d'Elvador de la Verdad. Cette stigmatisation inutile empêche les habitants de prendre la situation au sérieux et la recherche de Ruth n'avance pas. Pire encore, cette diffusion va s'avérer être contre-productive étant donné que la famille va commencer à recevoir des appels de gens prétendant détenir Ruth en échange d'une rançon. Brian Romero y su tío Reddy Lane fueron hallados culpables del delito de robo agravado. Pero Brian escondía odio, rencor en su corazón y junto a su tío Reddy Leiva, planificada día se sienten satisfechos. No a golpes para luego enterrarla en un descampado. 11 jours après sa disparition, la police retrouve le corps de Ruth Talia sans vie, au fond d'un puits recouvert de terre. Le terrain appartenant à l'oncle de Brian, le lien est rapidement effectué entre ce dernier et le crime. L'enquête révèle que le 11 septembre 2012, Brian a organisé une rencontre avec Ruth durant laquelle il l'a droguée avec un somnifère, puis l'a étranglée avant de jeter son corps dans le puits de son oncle, qui a lui-même participé à couvrir le crime. Mais du coup, pourquoi Brian a décidé de commettre un tel acte? L'histoire de Ruth Talia Zayas fait désormais partie des incidents les plus sombres de l'histoire de la télévision.